Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure de l'information. D'abord, la vitrine de cette édition. Financement des infrastructures en Afrique centrale. Christine Lagarde en parle à Yaoundé. La directrice générale du Fonds monétaire international a animé une table ronde ce vendredi 8 janvier 2016 en présence des ministres des Finances de la sous-région. Mines, industrie et développement technologique, le ministre descend sur le terrain. Ernest Ngouaboubou a entamé par Yaoundé la visite de certaines structures et établissements publics relevant de son portefeuille. Exécution et contrôle du budget 2016, les ordonnateurs et les gestionnaires des crédits de la région du Nord s'imprègnent des nouveaux principes en la matière. L'apprentissage s'est fait au cours de la cérémonie officielle de lancement du budget d'investissement public pour la région du Nord. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24 et bienvenue au journal. Prenez rendez-vous au cours de ce journal avec la traditionnelle réflexion du vendredi. La rédaction s'intéresse ce soir à l'imbroglio autour de la préséance protocolaire au Parlement. Financement des infrastructures en Afrique centrale, Christine Lagarde en parle à Yaoundé. Rendue au deuxième jour de sa visite de travail au Cameroun, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a animé une table ronde ce vendredi 8 janvier 2016 à Yaoundé. C'était en présence des ministres des Finances de la sous-région. Le compte rendu de Salomon Fouet et Marcel Vondoabeng. Financement des infrastructures, c'est le thème de la table ronde que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a animé ce vendredi à Yaoundé devant plusieurs membres du gouvernement et un partenaire impressionnant de personnalités du microcosme économique de la sous-région et notamment les ministres des Finances de l'Afrique centrale. De l'avis du numéro 1 du Fonds monétaire international, les économies de la sous-région sont en proie à un choc pétrolier du fait de la chute du prix du baril à l'international, doublé d'un choc sécuritaire suite aux activités néfastes de Boko Haram, sans oublier l'instabilité sociopolitique observée dans certains États de cette terre géographique. Toutes choses qui rendent difficile la consolidation d'une croissance durable et inclusive au moyen de la mise en place des infrastructures porteuses d'une meilleure plus-value. La région va devoir s'ouvrir sur ses voisins et tirer profit de leur marché pour repartir de nouveau. Il y a à mon sens trois priorités. Dépenser mieux, ça c'est la politique budgétaire et la discipline qui doit être appliquée. Encaisser davantage, mobiliser la région dans l'intérêt des pays de la zone et de manière collective. Ce n'est pas chacun pour soi dans des périodes difficiles. Alors examinons-les à tour de rôle. La première priorité que j'ai indiquée, c'est dépenser mieux. Chacun s'accordera pour considérer que les projets d'infrastructure, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, sont des conditions préalables à toute croissance durable et inclusive. Et dans un environnement de tension budgétaire que nous venons d'évoquer, on ne peut pas réaliser tous les projets. Et il importe d'établir et de respecter des priorités avec un sens encore plus aigu de la rareté des finances publiques. Et cela peut exiger de réduire l'ampleur de certains plans, de renégocier un certain nombre de contrats. Dans une posture de conseil et d'assistant, le Fonds monétaire international, par la voix de sa directrice générale, recommande la diversification des sources de recettes, l'amélioration du climat des affaires, l'exonération de certains produits à la douane, le renforcement de la gouvernance financière et la soutenabilité de l'endettement des pays de la sous-région. Demain samedi, ce sera au tour de la capitale économique d'accueillir la patronne de la finance internationale pour une rencontre avec les opérateurs économiques. Le ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique a poursuivi ce 8 janvier 2016 à Yaoundé la deuxième étape de la visite de prise de contact des structures placées sous sa tutelle. Ernest Ngouaboubou a été chaleureusement accueilli à l'Agence des normes et de la qualité. Le compte rendu de Daniel Atangana. Trois temps forts ont constitué le passage du ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique à l'Agence des normes et de la qualité ce vendredi 8 janvier 2016. Son accueil à l'entrée des locaux de la Nord a été assuré par le directeur général de cette structure, Charles Boto-Wangon, qui était pour la circonstance entouré de ses plus proches collaborateurs. La séance de travail d'une durée de 30 minutes avait pour cadre la salle de réunion de l'Agence des normes et de la qualité. Au cours de celle-ci,
L'on a eu droit à 2 interventions. Le mot de bienvenue du directeur général de la Nord, Charles Botoangon, a saisi cette occasion pour présenter à son hôte du jour, le ministre Ernest Ngwaboubou, les missions de l'établissement qu'il dirige, ses réalisations, les chantiers en cours et bien évidemment les difficultés rencontrées sur le terrain. Entre l'élaboration et l'homologation des normes, l'évaluation de la conformité et la promotion du label qualité, la Nord est confrontée à des difficultés d'ordre financier et l'absence d'une culture normative dans le quotidien des Camerounais. Des difficultés auxquelles le gouvernement prête une oreille attentive avec certains projets en cours de mise en œuvre. Il s'agit entre autres du programme d'évaluation de la conformité des marchandises avant leur embarquement vers le territoire camerounais et la taxe sur le contrôle de la qualité. Nous allons intensifier cette communication sur ce que nous faisons. Il y a de vastes projets qui sont mis en place, qui vont voir le jour en 2016 et qui vont contribuer à répondre aux sollicitations des uns et des autres concernant ce que la Nord peut faire pour améliorer le bien-être des Camerounais. À la suite de cet exposé, le ministre Ernest Ngwaboubou a prodigué quelques conseils au top management de la Nord. Ceux-ci tournaient autour de l'intensification de la sensibilisation, l'accompagnement dans la mise en place d'une véritable industrialisation. Le ministre de l'Industrie a également demandé au directeur général de la Nord d'informer régulièrement sa tutelle technique des obstacles qui entravent le bon fonctionnement de cette entreprise. Il a terminé son propos en lançant un vibrant appel à l'ensemble du personnel de la Nord sur la nécessité de tirer les bienfaits du dernier message du chef de l'État en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. La visite du ministre Ernest Ngwaboubou dans les locaux de la Nord s'est achevée par une photo des familles. Un nouveau directeur général à l'hôpital Jameau de Yaoundé, le docteur Ze Jean-Jacques, a été installé ce 8 janvier 2016 par le ministre de la Santé publique André Mamafouda. Il a prescrit à l'intéressé professionnalisme et dévouement dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Les détails dans cet élément de la rédaction. Spécialiste des maladies respiratoires, le nouveau directeur général de l'hôpital Jameau de Yaoundé est un pur produit de l'ex-centre universitaire des sciences et de la santé, promotion 1993. Professionnel chevronné, il a tour à tour sauvé des vies humaines dans plusieurs formations sanitaires à Eligomfomo, Sa et Obala, avant sa nomination, couronnement d'un service bien fait. Le docteur Jean-Jacques Ze, puisqu'il s'agit de lui, revient dans une maison qu'il connaît très bien, y ayant servi de 1998 à 2002. Les attentes sont donc légitimes. Malades les plus primitifs, une expression de reconnaissance infinie. J'ai cru que la santé était précieuse et qu'on pouvait donner la sienne pour le don des autres. Puis j'ai cru tout cela, j'ai souhaité de vouer ma vie pour les autres, de faire du bien pour le bien et de mourir à la tâche. Ça, c'est le docteur Jabou qui le disait. Et à mon tour, j'essaierai d'imiter cette illustre personnalité française qui a beaucoup fait pour le Cameroun. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, le ministre de la Santé publique André Mamafouda a demandé au nouveau promu de mettre tout son savoir-faire afin que l'hôpital Jameau reste et demeure une référence dans les soins de santé concernant les maladies respiratoires et les déficiences mentales. Ceci devra se faire dans un esprit de professionnalisme et de dévouement avec la collaboration et le soutien de tout le personnel de l'hôpital Jameau de Yaoundé. Une mission difficile puisqu'il faudra préserver l'immense œuvre perpétuée pendant 6 bonnes années par le directeur général sortant, le docteur Mathieu Zouananga, héritage salué par le ministre de la Santé publique André Mamafouda et qui a valu à l'intéressé une nouvelle promotion au sein de l'administration centrale du ministère de la Santé publique. Le nouveau patron de l'hôpital Jameau de Yaoundé transmet également ses connaissances à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Douala. Dans la suite du journal, exécution et contrôle du budget 2016. Les ordonnataires et les gestionnaires de crédit du Nord s'imprègnent des nouveaux principes en la matière. L'apprentissage s'est fait au cours de la cérémonie officielle de lancement du budget d'investissement public pour la région du Nord. La séance, présidée par le gouverneur Jean Abaté Edi, a été l'occasion
d'informer l'ensemble des acteurs de la chaîne de développement du Nord des innovations contenues dans la loi des finances pour que les problèmes de sous-consommation des crédits soient atténués en vue d'une exécution à 100% des projets. Jusqu'à Raman Bogné. Réunis autour du gouverneur du Nord, du contrôleur financier et le représentant du Minepat, Minmap et Minfi, tous les opérateurs économiques et les acteurs de la chaîne de dépenses et de développement du Nord, ils étaient tous là, venus écouter puis discuter des méthodes efficaces dans l'exécution et le contrôle d'exécution du budget, dont celui de 2016. Déjà sur les rails depuis quelques jours avec ces innovations. Avant de passer au budget 2016, déjà positionnés, les responsables régionaux des finances, impôts, trésor, douane, contrôle des finances et autres, tous ont dressé chacun le bilan de l'exercice qui vient de s'achever. L'innovation, il faut également voir le côté notamment de l'application des procédures par les différents acteurs. Parce qu'on a également constaté que c'est un pan sur lequel il faut s'appesantir. Pour sa part, Jean Abaté Eddy, gouverneur de la région du Nord, satisfait de cette journée de lancement du budget qui, selon lui, a plus d'un sens surtout, la résolution de tout ce qui entrave l'exécution des différents marchés. L'espoir est donc à venir. Il était important d'informer l'ensemble des acteurs des innovations qui sont contenues dans la loi des finances. Et je peux vous rassurer de ce que tout le processus a été longuement débattu et nous avons espoir de ce que le problème de la sous-consommation des crédits va trouver sûrement une atténuation dans l'application des nouvelles mesures qui ont été édictées. 4 exposés ont meublé cette journée de lancement du budget pour la région du Nord. Il en ressort pour le BIP, le budget programme 2016-2018 pour les réalisations attendues, la construction de 118 barrages à motricité humaine, les travaux de réhabilitation du pont sur la Benoué, l'étude en vue de la construction d'un second pont sur la Benoué et celle de la réhabilitation et la modernisation du pont fluvial de Garoua, la construction du centre hospitalier régional gynéco-obstétrique de Garoua, pour ne citer que cela. Pour ce qui est du budget, l'enveloppe globale pour le Nord se chiffre à 27 290 341 591 francs CFA. Restons en économie pour relever que le budget d'investissement public pour l'exercice 2016 dans la région de l'extrême nord est connu. Ce budget a été officiellement présenté ce jeudi à Maroua au cours d'une cérémonie présidée par l'inspecteur général des services régionaux François Franklin Etapa. De Maroua, voici le compte rendu de Célestin Tabouli, succès. Par rapport à celle débloquée en 2015, l'enveloppe allouée à la région de l'extrême nord est en hausse. Elle se chiffre à la somme de 42 729 millions de francs CFA. Dans cette enveloppe, 11 98 millions sont consacrés au fonctionnement et 31 283 millions au crédit d'investissement public, dont 22 961 millions à gestion centrale et 8 322 millions en crédit délégué. Le chargé de mission interministérielle a souligné que l'objectif assigné par l'État au budget 2016 est d'augmenter la capacité de mise en œuvre du budget d'investissement public. Pour ce faire, André Gérard Nguesson a invité les acteurs de la chaîne à mettre en œuvre les procédures pour l'optimisation des recettes. Le budget d'investissement a beaucoup augmenté. Ça veut dire que dans les projets qu'on a présentés, on a vu qu'il y a beaucoup de projets qui concernent la sécurité. Donc je crois qu'avec tous ces éléments-là, compte tenu du climat qui est ici à l'extrême nord, on pourra, dans la mesure du possible, avoir une bonne exécution du budget dans la région de l'extrême nord. Pour le gouverneur, représenté par l'inspecteur général des services régionaux, les recommandations doivent aller à l'endroit des différents maillons de la chaîne du budget de l'État afin qu'ils suivent les procédures. François Franklin Etapa a invité ces derniers à plus de sérieux, d'être plus regardants des procédures et de faire preuve de beaucoup de sérénité. Le lancement du budget 2016 a été aussi l'occasion de dresser le bilan de l'exécution des projets de l'année écoulée. Il ressort des exposés des différents responsables techniques que de nombreux projets ont été réalisés dans la région de l'extrême nord malgré la situation sécuritaire ambiante. Autre chose à présent, lutte contre le phénomène d'enlèvement des personnes. La Damawa accentue le processus. Le gouverneur vient de réunir l'élite administrative traditionnelle et les forces du maintien de l'ordre de son unité de commandement.
Le patron de la région, pour l'occasion, a recommandé au chef, garant des valeurs traditionnelles, de s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité qui a fait son nid dans la région de la Damawa. Les 4 exposés présentés par l'autorité administrative et les responsables des forces de maintien de l'ordre ont permis aux uns et aux autres de mieux comprendre le rôle important qu'ils sont appelés à jouer dans cette lutte. Le point avec Joseph Moifo et Lisa Youmsi. Pour endiguer le phénomène d'enlèvement de personnes qui défraient la chronique dans la région de la Damawa, le gouverneur Kidadi Bouka a réuni les autorités administratives traditionnelles et les forces du maintien de l'ordre de son ressort de compétences en vue de trouver des solutions aux problèmes d'insécurité que connaît la région. Il faut que les gens, compte tenu de l'ampleur du phénomène, que tout le monde participe à cette lutte contre les phénomènes d'enlèvement, de prise d'otages et de vol de bétail. Vous savez que cette réunion est fort opportune. Elle se situe dans le sillage de ce que le président de la République a dit le 31 décembre dans son discours. Interpellation de toutes les couches sociales pour faire face aux défis sécuritaires. Ils étaient près de 300 chefs traditionnels et chefs de quartier venus eux aussi apporter leur contribution à la lutte contre l'insécurité et le phénomène de Boko Haram. Première fois, on nous associe à ce combat-là. Et nous nous sentons désormais impliqués au premier degré et nous allons voir ce qu'il faut. Et à l'endroit des journalistes, ne privilégiez pas le droit de l'homme au droit du citoyen. Le phénomène d'enlèvement de personnes qui commence à prendre de l'ampleur dans la région de la Damawa demande une riposte efficace, d'où l'intérêt de cette rencontre qui invite toutes les forces vives de la région à prendre une part active dans la lutte contre cette pratique. En guise de recommandation, le gouverneur va insister sur la réactivation des comités de vigilance dans les localités. Aussi va-t-il demander aux uns et aux autres d'intensifier la collaboration entre la population et les forces de défense de maintien de l'ordre. Pour mémoire, 16 localités villageoises des 5 départements que compte la région ont enregistré en juin et décembre 2015 sont en dirape avec mort d'hommes. À cela s'ajoute le phénomène d'insécurité urbaine, autre épine dans la chaussure des autorités de la région de la Damawa. Et voilà qu'on en vient à la traditionnelle réflexion du vendredi. Ce soir, le service de l'information de CamNews 24 aiguise sa plume sur l'imbroglio autour de la préséance protocolaire au Parlement depuis l'effectivité du bicaméralisme au Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale reçoit à tort ou à raison les vœux de Nouvel An avant le président du Sénat. Une situation aux antipodes de l'ordre protocolaire constitutionnel. Quel peut être l'impact d'une telle situation dans l'optique de la cohésion institutionnelle ? Le législateur a-t-il prévu l'ordre protocolaire dans la présentation des vœux aux 3 premières personnalités du Cameroun? Décryptage d'une préséance stupéfaite qui perdure au Parlement camerounais. C'est l'objet de la réflexion du vendredi. Ce vendredi, elle porte la signature de Jerry Eba. La présentation des vœux est un moment républicain et diplomatique dans les démocraties dignes. Au Cameroun, la tradition est respectée chaque début d'année. C'est l'occasion pour le chef de l'État de faire le point des relations diplomatiques entre le pays et l'extérieur d'une part, et d'autre part, recevoir l'engagement de toutes les forces vives de la nation pour l'enracinement dans la vie nationale du développement participatif, le cap étant l'émergence. Mais au Cameroun, de Douala Mangabel, présenter ses vœux au chef de l'État, c'est comme aller au paradis. Le palais des Toudi attise toutes les concupiscences. Pourtant, dans l'accompagnement de la politique du chef de l'État, par ses collaborateurs, l'impression qui se dégage, c'est qu'il y a une frange très proche de la maison du paradis camerounais, mais très loin de Dieu. Suivez le regard. Bonne année, Monsieur le Président. Surtout, n'oubliez pas mon dossier. Parfois, c'est l'occasion pour certains de trahir les autres, pour dire trivialement, et pour d'autres, de renforcer leur allégeance vis-à-vis du Père du renouveau. Les cérémonies de présentation des vœux aux 3 personnalités qui incarnent l'ordre des institutions constitutionnelles et républicaines alimentent depuis l'entrée en vigueur du bicaméralisme parlementaire une vive polémique. Qui du président du Sénat ou de l'Assemblée doit recevoir les vœux après le président de la République? Y a-t-il une loi instituant la présentation des vœux suivant l'ordre protocolaire constitutionnel?
À toutes ces questions, on peut décliner quelques réponses. Premier élément, c'est un flou républicain qui entoure cette polémique. Soit cet imbroglio vient du législateur lui-même, soit simplement c'est l'habitude qui a pris le pas sur l'ordre protocolaire. Deuxième élément, l'excuse de la lenteur de la mise en place effective de la Constitution de 1996. La nature ayant horreur du vide, les habitudes ne peuvent qu'avoir la peau dure. Mais à l'évidence, le président du Sénat est la deuxième personnalité et par logique constitutionnelle, il devrait recevoir les vœux après le chef de l'État. Toutefois, cette situation d'incommodité protocolaire peut aussi se justifier par la proactivité de l'Assemblée nationale dont l'administration fait montre d'une certaine célérité. D'ailleurs, il ne devrait pas avoir polémique si tant il est vrai que les sessions parlementaires s'ouvrent souvent par la chambre basse. L'urgence pour la chambre haute du Parlement camerounais est de partir du provisoirement définitif par rapport à son siège qui n'est pas digne d'une telle institution. D'ailleurs, Marcel Niadi Fendi l'a martelé lors de la réception des vœux au Sénat en ce début de mois de janvier 2016. La maturité d'une démocratie ne dépend pas seulement des grands hommes qui l'incarnent, mais aussi de la qualité des bâtisses qui abritent ces institutions régaliennes. Le Cameroun, dont le processus d'implémentation de toutes les institutions constitutionnelles piétine, devrait se défaire de ce postulat qui veut que le calendrier de l'évolution du pays demeure la boule de cristal, que seul le dépositaire du suffrage des Camerounais est l'unique lecteur. À vendredi. Sport football féminin à la Coupe du Monde cadette Jordanie 2016. La sélection camerounaise joue à Douala ce samedi. Après une semaine d'intenses séances d'entraînement dans la capitale économique, les filles descendent donc dans l'arène. Mais bien avant, la délégation camerounaise a reçu la visite du gouverneur de la région du littoral cet après-midi à son hôtel. Samuel Dieudonné Vahadiboa était porteur d'un message, celui d'encouragement. Michel Ateba. C'est une visite pas comme les autres que les filles de la sélection nationale cadette de football ont reçu à quelques heures de leur rencontre contre l'Éthiopie. La première autorité de la région du littoral est venue encourager toute l'équipe. Samuel Dieudonné Ivahadiboa, un bon père de famille, s'est adressé aux joueuses. Pour l'autorité, tout a été mis en place pour une belle affiche. Samedi, côté dispositif sécuritaire, il ne reste qu'à jouer. Avant ce moment fort, la capitaine et l'entraîneur principal étaient en conférence de presse au stade de la réunification. Minkroe Biroué a réaffirmé sa ferme volonté de remporter la partie ce samedi. La capitaine en a profité pour inviter le public à se rendre massivement dans la cuvette de Bipanda. Voilà, et puis cette information qui est tombée cet après-midi au sujet du report du championnat professionnel de 11 et 12. Le communiqué est co-signé du général Semengue, président de la Ligue, et Émile Onambele Zibi, président de la SEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun. Les nouvelles dates sont les 30, 31 janvier et le 3 février. À l'étranger, Belgique, les traces de Salah Abdeslam retrouvées dans un appartement à Bruxelles. Allemagne, le gouvernement annonce que des réfugiés seraient suspectés d'être à l'origine des violences du 31 à Cologne. Et puis football, premier test pour Zidane. Le Real affrontera samedi le Deportivo La Corogne. On fait le tour avec nos confrères de l'AFP. La traque de Salah Abdeslam se poursuit en Belgique, où des traces d'explosifs et une empreinte digitale du suspect ont été retrouvées dans un appartement de Bruxelles. Loué sous une fausse identité, le lieu semble avoir servi d'atelier aux auteurs des attaques du 13 novembre et peut-être de cache au principal suspect toujours en fuite. Depuis les attentats de Paris et Saint-Denis, la justice belge a inculpé 10 personnes pour terrorisme. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé Salah Abdeslam dans sa cavale. Les violences du 31 décembre à Cologne, il y a des réfugiés parmi les suspects. 18 demandeurs d'asile seraient actuellement interrogés. Le nombre de plaintes liées aux événements de cette nuit-là s'élève à 170. Les 3/4 d'entre elles sont des agressions sexuelles. L'Allemagne, qui a accueilli en 2015 un nombre record de 1 million de demandeurs d'asile, réfléchit à un durcissement du régime des expulsions. 20 ans jour pour jour après la mort de François Mitterrand, François Hollande s'est recueilli vendredi sur sa tombe à Jarnac. Premier chef de l'État en exercice à se rendre à Jarnac pour commémorer cette disparition, le président de la République a déposé une gerbe et observé une minute de silence devant le caveau familial. Dieu,
L'adieu aux chanteurs, de nombreuses personnalités ont assisté vendredi aux obsèques de Michel Delpech à Paris. Des centaines d'anonymes étaient également présents en hommage au créateur de Chez Lorette, décédé samedi dernier à l'âge de 69 ans. Il l'a reconnu lui-même, c'est un challenge difficile et le baptême du feu, c'est ce samedi. Le Real Madrid affrontera le Deportivo La Corogne en championnat d'Espagne et Zidane sera cette fois-ci sur le banc. C'est tout pour ce soir. Fin du journal et bon début de week-end à tous.